Gagnez 25 millions de centimes, une voiture et des téléviseurs. En jouant avec nous à Succès Fou. C'est très simple. Nous vous proposons une liste de 20 succès. Et vous trouvez le quartier gagnant dans l'ordre. Pour connaître la liste des 20 chansons en compétition et faire votre choix, Téléphonez au 36 65 50 51 ou tapez 36 15 TF1 sur votre Minitel. Et votez sur votre Minitel ou sur carte postale. les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses pendant la prochaine émission. Bonne chance! Retrouvez dans TéléZ la liste des chansons et une vignette pour jouer. Attention, date limite de jeu, le 1er octobre à minuit. Succès Fou vous donne rendez-vous le samedi 26 octobre sur TF1. Dans quelques instants, vous allez retrouver l'insolence du Bébête Show et c'est la pertinence de Jean-Claude Narcy qui prendra le relais pour TF1 dernière. Pour ceux qui n'ont pas pu voir Reportage, le magazine de l'actualité, samedi dernier, la possibilité de le voir leur sera offerte cette nuit aux alentours de 1h40. Le thème on est Chine, la révolution amoureuse. Votre soirée de demain sera placée sous le signe de Foucault, Jean-Pierre. Dès 20h50, Sacrée Soirée propose un spécial Paris en direct de la Tour Eiffel, mais également de différents points de Paris. Pour la partie variété, Eliane Folly, Marc Lavoine, Sarah Mandiano, Enrico Macias, le Cancan du Moulin Rouge. Pour la partie spectacle, Robert Hossein et Rock Voisine. Sans oublier bien sûr les inconnus de cette soirée, à savoir la cagnotte, l'invité mystère et votre horoscope. Foucault se succède à lui-même à partir de 22h50 pour l'émission Enquête de vérité. 3 dossiers évoqueront des événements récents, mais également datant de quelques années ou très lointains. Au sommaire, le scandale des transfusions sanguines, les assassinats d'enfants et les sectes. La soirée se terminera avec la retransmission en différé de Moscou du championnat d'Europe des Nations, Moscou-Hongrie aux alentours de minuit. Je vous souhaite une très belle fin de soirée avec nous sur TF1. Tout de suite, place à nos incorrigibles bébêtes. Et voici le Bébête Show pour les RI, les socialos, Les RPR et les fachos crack. ce sont tous des rigolos. Tu as vu ça? Langue de chèvre, hein? Mais arrête de bêler et écoute-moi quand je te parle, hein? Est-ce que tu as vu la presse aujourd'hui? Giscard, il n'y en a plus que pour lui. Moi, je fais une conférence de presse de 1h30. Le lendemain, plus personne n'en parle. Lui, il dit un mot, un seul, invasion, là, et il a la une des journaux pendant toute la semaine. Il faut absolument que l'on parle de moi. Mais trouve-moi une idée, au lieu de bêler comme un abruti. Je sais pas, moi. Eh ben, si tu envoyais les paras sur le Zaïre. Mais c'est fait depuis ce matin, et tout le monde s'en fout. Et les seuls qui m'en parlent, ils me disent « Oh, c'est pas original, Giscard l'avait fait avant vous. » Ah, ben oui, c'est vrai, il avait envoyé les paras sur Colvézi. Mais dis-moi, tu l'avais beaucoup engueulé à l'époque. Tu avais dit... Mais tais-toi, idiot. Enfin, excuse-moi, ô grande divinité de l'Euphrate et du Tigre, mais nous avons tous nos problèmes. Moi, je dois défendre l'Opéra Bastille. Figure-toi que Le Pen a suggéré aux paysans de le prendre d'assaut. Eh ben qu'ils le prennent et qu'ils le gardent, hein, et qu'ils amènent leurs vaches. Au moins, il y aura du monde pour une fois, et il se passera quelque chose. Goûtons voir, oui. Goûtons voir, non. Goûtons voir si le Giscard est bon. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je sais pas, une mascarade, c'est mon nouveau look, n'est-ce pas? Le Giscard nouveau est arrivé, et c'est une très bonne cuvée. Oh, tu parles d'une bonne cuvée. Il est bouchonné, comme d'habitude. Oui, mais enfin, remonté comme il est pas prêt de nous lâcher la grappe. Alors, dis donc, Dieu provisoire, hein? J'espère que tu n'as rien abîmé à l'Élysée et que je vais tout retrouver, y compris les toilettes, en l'état où je les ai laissées en partant. Parce que je sais pas si tu as vu le travail, hein, mais alors, hein, une affiche, un petit mot spectaculaire et hop, le Giscard nouveau est de retour. Je t'en prie, un peu de pudeur. Tes propos sont ignobles, hein? Ta loi du sol et ta loi du sang, c'est une véritable ignominie. Bah oui, parfaitement, oui, je sais, mais enfin, ça marche. Remarque, je comprends que tu préfères la loi du sang à la loi du sol, hein? Parce que, dis-moi, si j'en crois ton état civil, tu es bien né à Coblence, en Allemagne.
Ben oui, alors. Eh ben, d'après la loi du sol, tu es allemand, hein? Au secours, ils reviennent, sale Boche, c'est une invasion. Oh, mais c'est épouvantable. Alors si je comprends bien, ben, il va revenir, en quelque sorte, jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Ben, aux armes, citoyens. Arrêtez. Enfin, ils sont complètement fous, je ne suis pas allemand. D'après la loi du sang, papa, maman, ainsi que mes grands-parents étaient issus d'une longue lignée dont les ramifications... Est-ce qu'on a le temps, là? Parce que je ne sais pas, j'ai... Depuis qu'il a la vedette dans la presse, il s'écoute parler. Oh, je le hais, c'est un pénible. À côté de lui, même Chirac et Rocard sont sympathiques. Bon, alors puisqu'on a le temps, je vais vous raconter une petite anecdote qui nous a fait beaucoup rire à Desmodes et moi. Alors, figurez-vous que l'année dernière, nous étions partis en vacances de neige à Courchevel comme chaque année, n'est-ce pas? Ça y est, il recommence comme à sacrée soirée. On va s'emmerder pendant 2 heures. Oui, mais s'il continue sur sa lancée, ben, il va reprendre l'Élysée, et là j'ai peur qu'on s'emmerde pendant 7 ans. Ça ne va pas, langue de chèvre? Je suis encore là. Dieu n'est pas mort. Et s'il suffit de raconter des énormités pour remonter dans les sondages, Dieu aussi peut le faire. Écoutez-moi tous, on va raser Nice, on va peindre les Noirs en blanc, on va mettre des étoiles rouges aux communistes, réouvrir les bagnes, foutre les chômeurs à Cayenne, les Arabes en Nouvelle-Calédonie et les Harkis en Corse. Voilà. Et merde, je remonte ou pas, là? Je termine mon anecdote. Nous avions rendez-vous avec un démon en bas du tire-fesse. C'est pas parce que c'est ma femme qui avait gardé mon carnet de remontant. Et alors, à ce moment-là, qui j'aperçois sortant de l'œuf, je vais par inadvertance, Jean-Paul Belmondo et Nati, en compagnie de ravissant Yorkshire. Alors, Madame, Monsieur, bonsoir. Les émeutes au Zaïre ont fait au moins 18 morts, dont un militaire français. Plusieurs dizaines de nos ressortissants ont déjà évacué sur Brazzaville, au Congo. Les premières images de l'otage britannique libéré ce soir, Jackman, passe la nuit à Damas. Le Conseil de sécurité réuni en ce moment même à New York ne donne que quelques heures à Saddam Hussein pour libérer les experts de l'ONU retenus contre leur gré. Et j'apprends par une dépêche que les États-Unis acheminent demain des missiles antimissiles Patriot vers l'Arabie Saoudite, ainsi que 1300 nouveaux militaires. Et puis, dernier grand titre de l'actualité, 3 milliards 800 millions de francs, eh bien c'est le déficit du commerce extérieur pour le mois d'août. Le Zaïre est donc au bord de l'explosion, même si le calme semble revenu dans la capitale, Kinshasa. Les émeutes auraient gagné plusieurs localités de la province, et l'on attend ce soir que le maréchal Mobutu Sese Seko décrète l'état d'urgence. Les affrontements de ces dernières 48 heures ont fait, je vous l'ai dit, au moins 18 morts et une soixantaine de blessés. Un soldat français a lui aussi trouvé la mort. Il faisait partie des 450 parachutistes venus à Kinshasa pour protéger et évacuer les ressortissants français. Ils sont environ 4000 dans le pays. Les 300 premiers réfugiés ont traversé par bateau le fleuve Zaïre pour rejoindre Brazzaville, où ils ont été répartis dans les hôtels de la ville avant de rentrer en France. Notre envoyé spécial Patrice Vanoni est lui aussi à Brazzaville. Écoutez Jean-Claude, la France ayant décidé d'envoyer les paras sur Kinshasa, j'ai assisté dès ce matin au départ d'une compagnie d'infanterie de marine au beach, c'est-à-dire à l'embarcadère de Brazzaville. L'attaché militaire français et l'ambassadeur nous ayant interdit l'embarquement avec les paras, ils ont peut-être eu raison, car ce débarquement ne fut pas aussi facile que prévu. Un soldat français a d'ailleurs été tué au cours de l'abordage à Kinshasa par des militaires rebelles. Mais qui est rebelle, qui est loyaliste, où est le pouvoir dans cette ville livrée aux pillards, encouragée et assistée par des militaires en armes? Toute l'avenue du 30 juin, le centre des affaires de Kinshasa, est totalement dévastée. Tous les magasins ont été systématiquement vidés. Un feu gigantesque qui a brûlé toute la journée a été allumé au grand marché et plusieurs dizaines, voire centaines de villas d'Européens ont été visitées et dévalisées. Ce soir, le premier bateau a ramené sur la rive congolaise à Brazzaville un groupe de 300 à 400 personnes, dont une centaine de Français. Parmi ceux-ci, Marc-Henri Grosjean, le directeur commercial de la compagnie UTA à Kinshasa. Écoutez son témoignage
c'est proprement hallucinant. Ce matin, ils ont débarqué chez moi à 8h30 du matin à peu près. Ils ont tapé comme des fous contre mon portail. Finalement, ils sont passés au-dessus, ils l'ont cassé. Et ils sont entrés dans mon jardin. Ils devaient être à peu près 250 à 300. Femmes, enfants, vieux, jeunes, enfin un peu de toutes sortes. Il devait y avoir 4-5 militaires armés de pistolets mitrailleurs avec eux. Ils ont débarqué comme des fous. Ils nous ont arraché des bracelets, des bras et des coudes de ma femme et mes filles. Ils nous ont réclamé tout l'argent qu'on avait sur nous. Et on leur a dit, écoutez, ne faites rien, prenez, pillez, videz la maison, mais laissez-nous en paix. La plaisanterie a duré à peu près une bonne heure, 1h15, c'est-à-dire qu'on a eu tous très peur. Ça aurait pu être très grave. Voilà donc pour le premier témoignage de l'un de ces réfugiés. Et puis pour renforcer les 450 marsouins et parachutistes français déjà présents à Kinshasa, un nouveau contingent de parachutistes est arrivé ce soir en provenance de France. D'autres pays ont également dépêché les troupes pour rapatrier leurs ressortissants. C'est le cas pour la Belgique. 500 paras ont quitté Bruxelles, vous le voyez sur ces images, ils ont quitté Bruxelles ce soir. Quant à l'Italie, eh bien, elle enverra un avion militaire dès demain matin pour assurer l'évacuation de ses propres civils. Jean-Loup Demigneux, notre envoyé spécial à New York, vient de nous faire parvenir, il y a quelques instants, les premiers commentaires de Roland Dumas, qui siège actuellement à l'ONU. Pour le moment, le plan français consiste à protéger nos ressortissants, qui sont au nombre de 4000 au Zaïre. Nous avons donc conseillé de les regrouper en 3 endroits, et des renforts militaires ont été envoyés sur place. Ils sont au nombre de 600, mais cette troupe sera complétée demain si nécessaire. Dès demain, nous commencerons l'évacuation des Français. Et donc, dans l'immédiat, la préoccupation essentielle. À cela s'ajoute le souci que nous avons de protéger également d'autres populations, belges, américaines. Nous sommes en contact avec les autorités de ces pays. Moi-même, me trouvant ici à New York, j'ai pu m'en entretenir avec les autorités américaines et belges. C'est magnifique d'être libre. Voilà la première phrase prononcée par l'otage britannique Jack Mann, qui a recouvré la liberté aujourd'hui, après 28 mois de détention au Liban. Après la libération le 8 août dernier de John McCarthy, il reste maintenant 9 otages occidentaux. Il semble bien que l'Iran et la Syrie veulent en finir avec le dossier des otages. À Londres, notre correspondant permanent, Patricia Lémonière. Il est sous le choc, épuisé, tout va trop vite. Le cauchemar vient de s'achever, il est libre depuis peu. Jackie Mann, ancien pilote de la RAF, décoré de la médaille de guerre, amoureux du Proche-Orient, avait choisi de vivre avec son épouse Sunni à Beyrouth. Le 12 mai 89, il était enlevé. Peu de temps après, sa femme apprenait qu'il était mort. L'information devait se révéler fausse. Le 12 septembre dernier, Sunni, bouleversé, découvrait qu'il était vivant et détenu par l'OGR, une organisation pro-iranienne. C'est un peu avant 18h française que cet homme de 77 ans a été relâché et confié à des émissaires syriens. Ces derniers ont immédiatement pris la route de Damas pour le remettre à l'ambassadeur britannique. Eh bien, excusez-moi, mais j'ai perdu ma voix. Après ces 2 ans et demi de captivité, où on m'a répété « Fais ça, fais pas ça, ne parle pas, ne parle pas, silence, silence ». Je ne peux pas en dire beaucoup plus, sauf peut-être exprimer ma gratitude aux autorités syriennes qui ont rendu possible ma libération. Au même moment, en Angleterre, sa famille et ses proches célébraient sa libération. Je suis très émue, c'est une merveilleuse nouvelle. Ma mère a dû être si heureuse. John Major, quant à lui, remerciait immédiatement Pérez de Cuellar. Nous devons aussi nous rappeler que nous avons encore un autre otage, Terry Waite. Et je peux imaginer l'angoisse de sa famille ce soir. Ce soir, un seul otage britannique reste au Liban, Terry Waite. Mais l'envoyé spécial de l'archevêque de Canterbury a aux yeux de ses ravisseurs une valeur marchande beaucoup plus forte que celle de Jackie Mann. Il devrait être échangé contre un autre religieux, le cher Obed, détenu 7 fois par les Israéliens. Le ton durci à l'ONU contre l'Irak. Le Conseil de sécurité, qui est actuellement réuni, donne quelques heures à Bagdad pour libérer tous ces experts qui se préparent
à passer la nuit sous bonne garde. En effet, les 45 membres de la mission nucléaire, s'ils ne sont pas à proprement parler des otages, sont toujours retenus par les forces de sécurité irakiennes qui refusent de les laisser partir avec des documents sur la capacité nucléaire du pays. Véronique Lafont. Le ton est monté d'un cran ce soir entre l'Irak et l'ONU. La mise en garde du Conseil de sécurité est claire. L'Irak doit libérer les 45 enquêteurs des Nations Unies et fournir une réponse écrite concernant le survol du pays par les équipes d'inspection de l'ONU. Dans le cas contraire, a précisé l'ambassadeur de France, Jean-Bernard Mérimée, qui assure actuellement la présidence du Conseil, le recours à la force pourrait être la seule option restante. Bagdad a jusqu'à 21h GMT pour faire connaître sa réponse. Les 45 enquêteurs de l'ONU qui s'apprêtent à passer leur deuxième nuit sous la garde des forces de sécurité irakiennes avaient découvert des documents importants sur le programme nucléaire de l'Irak. Convoqué tout à l'heure par le président du Conseil de sécurité, l'ambassadeur irakien aux Nations Unies a affirmé que les documents en question étaient en fait des papiers personnels des chercheurs irakiens et non pas des documents officiels. Le Conseil de sécurité doit se réunir dans quelques heures pour examiner la situation. Tout à l'heure, George Bush a mis en garde Saddam Hussein contre les mauvais calculs concernant la détermination des Alliés, mais aucun ultimatum n'a été adressé aux Irakiens. Oui, je viens de recevoir une dépêche il semble bien que l'Irak veuille calmer le jeu et vient de donner son accord pour l'utilisation sans condition par l'ONU de ses hélicoptères au-dessus de son territoire. Vous savez que c'était une revendication, si j'ose dire, des Nations Unies qui demandait à ce que l'Irak laisse voler les hélicoptères sans condition. Eh bien, ce serait chose faite. C'est en tous les cas ce qu'a affirmé l'ambassadeur d'Irak tout à l'heure à l'ONU. Au demeurant, je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure dans les titres, les États-Unis acheminent en ce moment des missiles antimissiles Patriot qui sont basés en Allemagne. Il y a aussi 60 appareils de l'armée de l'air américaine qui vont décoller, qui eux sont stationnés aux États-Unis et qui vont être mis en service. Ultime rebondissement dans l'affaire Markus Wolf, l'ancien chef des services secrets de l'ex-RDA, qui s'était livré ce matin à la justice allemande. Il a été mis en liberté provisoire quelques heures contre une caution de 50 000 Deutschmark, c'est-à-dire environ 148 000 francs. Mais le procureur fédéral a fait appel et la Cour a décidé enfin d'une nouvelle incarcération. L'espion dort donc ce soir en prison. En France, 32 des 134 immigrés clandestins interpellés ce matin dans 2 foyers Sonacotra des Yvelines ont comparu ce soir devant le tribunal correctionnel de Versailles. Les juges se sont déclarés dans l'incapacité de juger, la citation à comparaître étant incomplète. Alors tous les clandestins ont été renvoyés au dépôt du palais de justice en attendant une décision qui ne serait prise au mieux que le 15 octobre, date des prochaines audiences. Clôture des journées parlementaires de l'UDF à Nîmes avec l'intervention attendue de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République a répondu aux critiques qui se sont manifestées autour de l'immigration-invasion. Pour lui, il faut qu'un débat et un vote sur le code de la nationalité aient lieu au Parlement à la prochaine session, à partir des travaux de la commission Marcelon. Vous avez sans doute été frappé comme moi du tohu-bohu autour de cette question. Ce tohu-bohu est inquiétant, mais ce débat est maintenant ouvert. Je veillerai, nous veillerons à ce qu'il se poursuive dans le calme et dans la dignité pour répondre aux attentes majoritaires des Français et pour servir l'intérêt et la réputation de la France. Encore une réaction au propos de Valéry Giscard d'Estaing, celle de Michel Rocard, aujourd'hui dans le journal Le Monde, qui qualifie de honteuse la remise en cause du droit du sol. La commission d'enquête sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales a suspendu ses travaux. Son président, l'UDF, Jean-François Degnaud, ayant démissionné, il estime que ses pouvoirs d'investigation sont insuffisants. Véronique Lafont. À peine une semaine de travaux et déjà la commission d'enquête sur le financement des partis politiques semble en panne. Après l'épisode médiatique Jean-Marie Le Pen, voilà maintenant que le président de la commission, Jean-François Degnaud, démissionne. Motif, il ne veut pas se voir opposer l'article 141 du règlement de l'Assemblée qui interdit à toute commission d'enquête d'examiner une question sur laquelle une procédure judiciaire est en cours. Il ne s'agit pas de se transformer en tribunal, on n'est pas un tribunal. Il ne s'agit pas de convoquer n'importe qui, n'importe comment et de dire n'importe quoi sur les gens. Ça ne serait pas du tout le but de la commission. Mais il ne faut pas qu'a priori, ces domaines d'investigation soient limités, et notamment qu'elle n'ait pas le droit de parler
ce dont tout le monde parle. De son côté, le garde des Sceaux, Henri Nallet, avait indiqué qu'il ne souhaitait pas que l'on revienne sur ces dispositions dans un souci de protection des personnes. Reste que les auditions de cet après-midi n'ont pas eu lieu. L'affaire Péchinet refait surface. En effet, les enquêtes menées par les journalistes de la presse écrite, par la rédaction de TF1, tentent toutes à prouver que le mystérieux acheteur des 20 000 titres Triangle, dont on ne connaissait pas d'ailleurs l'identité, serait Roger Patrice Pelat, déjà officiellement mis en cause pour les premiers 10 000 titres. Françoise-Marie Morel. L'entreprise Péchinet devient fin 88 le numéro 1 mondial de l'emballage en rachetant une filiale du groupe américain Triangle. Un succès de l'industrie française très vite occulté par un scandale politico-financier. Des achats importants et surtout illicites de titres ont précédé l'annonce de cette transaction. Cette affaire de délit d'initié fut dénoncée par les gendarmes de Wall Street, dénommée la SEC. La SEC révèle ainsi l'acquisition de plus de 200 000 actions effectuées depuis la France, la Suisse et le Luxembourg. La plus-value dégagée par titre étant de l'ordre de 40 $. Pour la justice, ces acheteurs confidentiels ont profité d'une information confidentielle. Une question s'impose alors: qui a vendu la mèche? Premier soupçonné, Alain Boublil, directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy en 1988. Bien qu'accusé sans preuve, Alain Boublil résistera mal à ces insinuations et démissionnera pour mieux se défendre, voire ne pas porter préjudice à son ministre de tutelle. Le nom d'Alain Boublil est néanmoins toujours cité dans l'instruction. C'est lui qui a mené les transactions permettant au groupe Péchinet d'avoir une antenne outre-Atlantique. Pour cela, il a rencontré à maintes reprises Samir Traboulsi, homme d'affaires libanais et représentant en France du groupe américain. Samir Traboulsi est la seconde personne soupçonnée d'être à l'origine de la fuite. Il est le dernier inculpé en date dans l'affaire Péchinet. L'un des principaux inculpés désignés par le rapport de la commission des opérations de bourse est Roger Patrice Pelat. Roger Patrice Pelat est un ami de longue date du président de la République. Il est celui par qui le scandale politico-financier arrive. Roger Patrice Pelat est inculpé début 89 pour ses achats réalisés en France. Il décédera quelques mois plus tard. La caution qu'il avait dû verser dans le cadre de cette affaire est alors restituée à sa famille. Une inconnue demeure néanmoins depuis 30 mois pour la justice française. Quel est le nom de celui qui a acquis 20 000 titres à Zurich en se cachant derrière la société fiduciaire Experta Treuhand? En janvier 89, le journal Le Monde évoque le nom de Roger Patrice Pelat. Aujourd'hui, Le Figaro cite à son tour ce même nom. L'enquête de TF1 aboutit également à cette conclusion. Derrière la société Experta se cache un seul et même acheteur, un seul et même nom, Roger Patrice Pelat. Le déficit du commerce extérieur français pour le mois d'août est de 3 800 millions de francs. C'est à peu près d'ailleurs le même qu'en juillet et qu'en juin. Pour Pierre Bérégovoy, pas de surprise, ce déficit correspond tout à fait aux prévisions du gouvernement. Et pour l'ensemble de l'année, il serait de environ 45 milliards de francs. C'est ce mercredi au Conseil des ministres qu'Édith Cresson va présenter les premières mesures en faveur de l'apprentissage. Mais le Premier ministre sait bien qu'il faudra des années pour que le système français commence à ressembler à un système allemand, lequel a fait ses preuves depuis bien longtemps. Là. Oui, 2 chiffres pour vous montrer l'écart entre les deux pays. L'Allemagne dépense 75 milliards de francs par an pour former 1 600 000 apprentis, alors que chez nous, on ne dépense que 6 milliards par an pour en former 230 000, avec pour résultat 100 000 futurs chômeurs qui quittent l'école chaque année à la fin de la 3e sans aucune formation. Pour vaincre les réticences des employeurs, l'État va commencer par dépoussiérer la réglementation. Saviez-vous, Jean-Claude, par exemple, que si une entreprise veut prendre un apprenti, elle doit commencer par fournir à l'administration le casier judiciaire du cadre qui va en avoir la responsabilité. On n'est plus au siècle des Thénardier. Ensuite viendra l'argument fiscal. L'argent que les patrons dépenseront pour former un apprenti sera considéré comme un investissement. Enfin, le plus important, il est envisagé de faire participer les patrons à l'élaboration des programmes. Plus, ils pourraient être habilités à délivrer des équivalences comptant pour le bac et les diplômes d'études supérieures. Vous voyez d'ici la réaction de l'Éducation nationale. Mais ce sera certainement un bon moyen pour convaincre les jeunes et leurs familles que l'apprentissage n'est plus une formation au rabais et qu'elle peut mener aux métiers les plus prestigieux, à commencer par celui d'ingénieur.
Merci Alain. Les suites de la découverte d'un réseau parallèle du sperme en France, le préfet des Bouches-du-Rhône vient de demander à une association qui s'appelle Nature et Fertilité d'interrompre ses activités faute d'agrément ministériel. D'autres nouvelles du jour avec Carole Vanois. L'affaire des Irlandais de Vincennes, le préfet Proutot et le lieutenant-colonel Beau viennent d'être condamnés à la même peine pour subornation de témoins et complicité, 15 mois de prison avec sursis. Un jugement qui a surpris par sa sévérité, notamment à l'encontre de l'ancien chef de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Aucune peine n'avait en effet été requise contre Proutot lors du procès en juin dernier. Une mini-marée noire en Méditerranée, localisée la nuit dernière, la nappe de pétrole fractionnée se déplace maintenant vers Saint-Raphaël. Elle se situe à environ 12 km du littoral et proviendrait du dégazage d'un pétrolier italien. La Marine nationale continue ses travaux de nettoyage. Le corps momifié retrouvé sur un glacier autrichien pourrait dater d'environ 4000 ans. Ce sont des objets, notamment une hache et une pierre à feu, qui permettent aux experts d'être formels sur cette date. C'est une sensationnelle découverte archéologique, a estimé un professeur. Jamais on n'a retrouvé un corps datant de cette époque en aussi bon état. Sortie d'une nouvelle lettre confidentielle, elle est signée de notre confrère Paul Vermus, dont on connaît la verve à travers ses articles dans VSD, dans Le Quotidien, et puis ses chroniques sur France Inter. Alors avec Charles-Antoine de Rouvre, nous allons voir le mode d'emploi de cette autre forme de presse. Vous avez toujours tout voulu savoir sur tout et avant tout le monde. Alors pour vous informer, outre la presse grand public, il existe aussi des lettres dites confidentielles. Issues d'un microcosme pour un microcosme, elles se chargent de colporter et rapporter les informations les plus indiscrètes. Après la lettre de l'audiovisuel de Pierre Bruno, profession politique de Gérard Carrérou, voici la lettre de Paul Vermus. Éclectique, elle passe en revue à la fois la politique, les médias, les plaisirs, les célébrités ou encore les réceptions privées. Je me suis dit qu'aujourd'hui on pouvait faire une nouvelle forme de presse, une presse spécialisée, une presse pointue, une presse plus technique, alors on dit aussi une presse plus ciblée. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas une lettre? Elle veut informer, elle veut faire réagir, bien sûr. C'est aussi une lettre de détente, de loisir. Mais je reste fidèle quand même à une certaine ironie, à un peu de dérision. C'est grâce au réseau de relations de Paul Vermus, acquis au fur et à mesure des années, que cette lettre vous permet d'être au courant des dernières confidences de couloir. Mais attention, et malgré les a priori, ce n'est surtout pas pour autant l'hebdomadaire des ragots. Alors ne cherchez pas la lettre de Paul Vermus dans un kiosque, vous ne la trouverez pas. On l'obtient comme les autres d'ailleurs, elle ne s'obtient que sur abonnement. Décès de Jacques Carpeau à l'âge de 51 ans. Le directeur de l'Opéra de Marseille est mort des suites d'une infection consécutive à une double greffe pulmonaire. Cinéma pour terminer avec la sortie du dernier film de Ron Howard, Backdraft. L'auteur de Cocoon a réalisé là un hymne à la gloire des pompiers d'Amérique, ces héros des temps modernes. Alors De Niro, Kurt Russell sont réunis dans un film à rendre bien pâle la célèbre tour infernale. Laurent Delsol. Tout au long du film, les flammes envahissent l'écran. Dans Backdraft, Ron Howard offre les scènes d'incendie les plus spectaculaires jamais vues à l'écran. Plusieurs raisons à cela. La plus importante, c'est d'avoir allumé de véritables brasiers, non pas avec du gaz, et d'avoir maîtrisé le feu comme on le fait avec un animal. Nous avions un laboratoire du feu où nous apprenions à contrôler un incendie en le filmant de différentes façons, en brûlant divers combustibles à différentes températures, dans des endroits différents avec des vents plus ou moins violents, pour essayer de maîtriser l'incendie. Pour maîtriser le danger du feu, les principaux acteurs comme Kurt Russell et William Baldwin furent entraînés par les pompiers de Chicago 4 heures par jour pendant 3 semaines, ce qui leur a permis, pendant le tournage, de se livrer à des prouesses inédites avec 60 kilos de matériel sur le dos. Excellent. All right, you ready? Quick, Stephen, we gotta win for who's jump when I say it won't get us. Hold your breath. Pour moi, l'enjeu qui consistait à faire du feu un personnage a été une grande performance cinématographique et je suis ravi des réactions que je vois.
Et même sans le son, j'ai vu que nous avions créé un personnage. Avec le son, le public était comme hypnotisé par le feu. Hypnotisé car le réalisateur a tourné d'une manière nouvelle, filmant les véritables acteurs en situation dans la fournaise. Si Backdraft montre les pompiers comme des héros, il ne fallait pas moins de courage pour réaliser et jouer dans ce film. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce mardi. Je vous donne la dernière information tombée pendant ce journal. Les États-Unis vont donc bien envoyer près de 100 missiles patriotes et environ 1300 soldats nouveaux en Arabie Saoudite. Ce sera demain, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui, ce soir, tard, un haut responsable du Pentagone. Alors l'annonce de ce départ intervient au moment où, vous le savez, il y a une grande tension entre Bagdad et les pays qui ont fait la guerre contre l'Irak en raison du refus des autorités de Bagdad de laisser opérer librement les missions d'experts de l'ONU dans ce pays. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivi des informations boursières de Franck Baudou. À 7h, Jean-Michel Lelio. Quant à moi, bien, je vous retrouve en fin de soirée. Bonne nuit à tous. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous n'avez pas encore eu de pluie, eh bien, un peu de patience, elles arrivent. Aucune région, en effet, d'après Météo France, ne devrait être épargnée par le passage d'un front nuageux et pluvieux qui va balayer tout notre pays d'ici jeudi soir. Alors aujourd'hui encore, on était dans ce qu'on appelle le secteur chaud de la perturbation, mais regardons ensemble, si vous le voulez bien, l'évolution et le chemin parcouru par cette perturbation depuis 24 heures. La voici, on la voit très bien. Ici, qui s'enroule d'ailleurs jusqu'aux îles britanniques. Alors c'est ceci qui va nous intéresser dans les jours à venir. Vous voyez que c'est quand même conséquent et que c'était déjà en fin d'après-midi ce soir sur le nord du pays, notamment sur la Bretagne. Alors demain matin, on va la retrouver cette perturbation bien installée sur le nord de la France avec des pluies de la Vendée jusqu'à la Moselle, avec aussi un vent de sud-ouest en Manche qui pourra souffler par rafale à 60 km/h. Si vous êtes à l'avant de cette perturbation, vous verrez que votre ciel se voilera petit à petit. Le vent se lèvera aussi dans le midi, un vent de sud-est, par rafale aussi à 50 km/h, que l'on retrouvera aussi l'après-midi. Alors l'après-midi, eh bien, cette perturbation continue son chemin vers le sud du pays. Toutefois, à l'arrière, eh bien, déjà de belles éclaircies sur la pointe de la Bretagne, le Cotentin et sur le nez du Pas-de-Calais, avec toutefois l'arrivée d'air plus frais avec ces éclaircies. À l'avant, toujours un ciel qui se voile petit à petit, toujours des pluies tout au long de cette perturbation. Et puis vous le voyez, un vent qui se lève dans la vallée du Rhône, essentiellement du côté de Lyon. C'est un vent de sud avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. Vous le voyez aussi, ces signes, ce sont des orages qui éclateront en fin d'après-midi des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Cévennes. C'est dû à des remontées d'air chaud en provenance de l'Espagne et qui vont se heurter à ces perturbations beaucoup plus fraîches. Les températures, alors tout d'abord celles de demain matin qui seront encore douces, c'est après que l'air frais va arriver dans l'après-midi. Il est prévu 15 degrés par exemple sur Paris, 13 degrés dans le nord, sur Lille, ainsi que sur Rouen. Il fera 16 degrés doux à Bordeaux, les minimums étant prévus pour Aurillac et Grenoble avec 12 degrés et le maximum 18 degrés. Il n'y a pas tellement de différence d'ailleurs entre les minimums et les maximums demain matin, donc 18 degrés pour Nice. Dans l'après-midi, regardez, c'est logique, l'air frais arrive, je vous le disais,
journée avec les éclaircies. Donc le minimum, 18 degrés, sera pour Brest et pour Cherbourg. Il est prévu 20 degrés à Paris. Ce sera d'ailleurs la moyenne pour le nord du pays. Et c'est dans le sud-est qu'il fera le plus chaud. 27 degrés pour Nîmes ainsi que pour la Corse, qui sera la dernière touchée par la perturbation. Ce ne sera pour la Corse que pour jeudi. Voilà, demain vous retrouvez Catherine Laborde. Et pour l'instant, je vous souhaite une très douce nuit. Bonsoir et à bientôt. C'est l'automne. Prenez l'air. Décathlon, à fond la forme. Bonsoir. Petite déprime à la Bourse de Paris, un marché parisien visiblement en manque d'idées et qui ne fait que consolider les gains acquis les jours derniers. Par ailleurs, la faiblesse du franc au sein du SME n'encourage pas les opérateurs. Les valeurs françaises cèdent en clôture 0,17%. Cefimeg affiche la plus forte hausse du jour. Des rumeurs circulent faisant état d'une éventuelle OPA. Il est vrai qu'un actionnaire vient de racheter un lot de 200 000 actions. Également très entouré Michelin, 514 000 pièces négociées, après l'annonce d'une perte semestrielle d'1 milliard de francs, chiffre conforme aux prévisions. Au compartiment des privatisés, Saint-Gobain, qui a bien progressé les jours derniers, subit en contre-coup des prises de bénéfices. L'action perd 2,5% à 480 francs 50. Baisse encore de Matra, Havas, Paribas, la Générale. 3 titres en hausse, BTP, la BIMP et Suez. Petite reprise du métal jaune, plus 450 francs pour le lingot. Le Napoléon regagne 2 francs à 372 francs. Des marchés financiers toujours aussi amorphes sur l'ensemble du vieux continent. Des marchés qui clôturent en repli ou quasi inchangés par rapport à la veille. En solitaire, à noter la superbe envolée de Francfort, emmenée par les valeurs de son secteur électrique et énergétique. L'indice DAX 30 fait un bond de 0,77%. New York relève la tête grâce à une vague d'achat de fin de trimestre. L'indice des valeurs vedettes s'adjuge en clôture 0,62%. Enfin, soutenu par des rachats de couverture, le dollar reprend du poil de la bête. Face au franc, le billet vert gagne 4 centimes à 5 francs 73,60. À demain. Bonsoir, bon terrain en nocturne à Vincennes. Timoni a confirmé ses récents progrès dans le Quintet Plus. Parti lentement, le pensionnaire de Jean-Pierre Dubois a rejoint Sadoura Casacrose dans le dernier tournant et il a pris facilement la mesure de sa rivale pour finir. Sarde-Kervel a bien conclu après avoir attendu, s'octroyant la 3e place devant Sa Force. Tachi de la Creuse a constamment figuré mais a nettement plafonné dans la phase finale. Lucas Deschamps, Kazakh Bleu, a forcé l'allure après 1000 mètres de course et il a contrôlé la situation ensuite. Longtemps tenu dans l'expectative, le favori Univers du Trianon, Kazakh rayé jaune et verte, termine fort à la 2e place. Une de Cimardière a été la seule à pouvoir suivre la future lauréate dans le dernier tournant. Titus de Chenu a attendu en embuscade derrière les premiers. Il s'est rapproché à l'amorce du tournant final et il s'est détaché irrésistiblement à mi-ligne droite après la dérobade de Tanguy de Talonnais. Tosca de Pire, Kazakh grise, Toc rouge, s'est octroyé sans problème l'accessible d'honneur devant Tutsi qui a réglé aux abords du disque le favori Tézer, Kazakh verte, Toc orange. La 4e course mettait aux prises des mâles tous âgés de 3 ans, très patiemment drivés. Hauteur classique Kazakh rayé blanche et verte va trouver l'ouverture à 150 mètres du poteau et il va régler à l'issue d'une magnifique fin de course As d'Espien, Kazakh bleu qui a longtemps fait illusion pour la victoire. Adax des Bosquets, grand animateur, contient de justesse la bonne fin de course du favori à cause du vivier Kazakh bleu. Vite aux côtés d'Alto du Rogno, le préféré du public Axel de Talonnais, Kazakh bleu, Croix de Lorraine rouge, Toc jaune, a attendu la ligne d'arrivée pour filer au poteau et l'emporter très sûrement. À l'aiguille, Kazakh rouge a pris la mesure sur la fin d'Alto du Rogno qui lui a offert une belle résistance en Kazakh verte, Toc rouge côté corde. Une victoire acquise de bout en bout pour Venuet du Landreau dans cette épreuve. Vite aux avant-postes, le fils de Menuet a contrôlé les opérations et il a rallié le poteau détaché de Volo Tourbillon, le favori Kazakh noir Toc rose qui a fini à toute allure mais trop tard. Vaillantoni a constamment figuré, non loin des premiers. Vigaro n'a pas pris part à cette course, coup de théâtre après 300 mètres avec le distancement du favori Vincenay. La course a longtemps été animée par Véritune. Dans le dernier tournant, Vidocq Normand prenait le meilleur mais il cédait complètement à mi-ligne droite. Vlomby Kazakh marron en profitait pour s'assurer l'avantage devant Varsi et Vénaratou, Kazakh bleu et rouge qui a remarquablement fini tout en dehors de la piste.
La dernière mettait aux prises des chevaux âgés de 2 ans dont la plupart effectuaient leur début. Bella Vita n'a pas couru. Bella de Perrier, la favorite, n'a pas déçu ses supporters. Elle a toutefois donné quelques émotions à ses preneurs à 500 mètres du but, se perdant un instant dans ses allures. Belle de Cœur a bien terminé. Bacha a conclu honorablement à distance et on pourra la reprendre lors d'un futur engagement. Les rapports du tiercé pour la combinaison 15, 10 et 6, 876 francs pour l'ordre et 175 francs 20 pour le désordre. Le quarté plus avec le 16 quatrième rapporte 3012 francs 80 dans l'ordre, 316 francs 80 dans le désordre. Le bonus, 79 francs 20. Le quinté plus enfin pour la combinaison 15, 10, 6, 16 et 8 rapporte pour 10 francs dans l'ordre 16 197 francs. Dans le désordre 180 francs. Les bonus 36 et 12 francs. Prochain rendez-vous avec les trotteurs, vendredi en nocturne à Vincennes. Le début des opérations est fixé à 19h50. Excellente nuit à tous. Évidemment, l'autre dimanche, il est arrivé placé dans la 3e. D'un autre côté, c'était son terrain, sa distance, et il avait le poids idéal. Qu'est-ce que t'en dis, Charles? Oh, moi, ce que j'en dis... Mais tu verrais les mômes jouer aux courses. Ils jouent le nom des chevaux. Prince d'amour, pas mal. Petit cœur, trop mièvre. Pince sans rire, j'adore. Non, mais t'imagines, et ce qui est formidable, René, c'est qu'en plus, ils gagnent aussi. Va comprendre, Charles. Avec le PMU, aujourd'hui, on joue comme on aime. Euro 92, URSS, Hongrie. Un match décisif pour les soviétiques, une superbe occasion de se qualifier pour les phases finales en Suède. Une rencontre difficile pour les Hongrois face à une équipe très déterminée. Euro 92, URSS, Hongrie, mercredi 23h55 sur TF1.